je vais donner la parole, si vous le voulez bien, à Monsieur Assouline. Allez-y, Monsieur Assouline. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bolloré aussi, je vous remercie d'avoir accepté cette audition. Elle est très attendue parce que vous jouez un rôle majeur sur le plan économique et industriel, et vous avez décidé de vous investir dans le domaine des médias et de la culture. Alors c'est là que mes interrogations vont porter. J'espère que je vais contribuer au fait que ceux qui disent, en s'amusant, que le Sénat ne sert à rien, faire que par mes questions, et vous allez m'y aider, j'espère, ils servent à quelque chose, en tous les cas, à éclairer de façon précise toutes les interrogations qui ont lieu. Vous savez, ici, on a toujours pensé que le monde de l'audiovisuel français souffre d'un mal, c'est qu'il n'a pas de grand groupe de médias spécifiquement de médias, comme nos partenaires européens. Ce sont des groupes de BTP, vous-même, etc., qui, à un moment donné, s'intéressaient aux médias. Ça crée des confusions, de la concentration et des possibilités de confusion en tous les cas. Alors certains disent c'est obligatoire, on peut dire pas forcément si l'on cerne bien les frontières et si le domaine de l'information, comme le domaine de la création, l'exception culturelle, ne souffre pas d'intérêts autres financiers qui viendraient altérer le niveau de cette information ou considérer la culture ou la création comme une simple marchandise alors que nous sommes au pays d'exception culturelle. Or, ces craintes, depuis que vous êtes investi et depuis, on va dire, l'été dernier, eh bien, apparaissent se matérialiser. Vous dites que tout cela est mensonge, en gros. Mais les faits sont là. Il y a un reportage validé, y compris par vos équipes juridiques, sur le Crédit Mutuel, qui a des intérêts avec le groupe Vivendi, c'est bon. Et puis, il est déprogrammé. Alors, c'est parce que l'info serait sortie avant. Mais enfin, concrètement, ça ne suffit pas comme explication. Les faits, c'est qu'il est déprogrammé et qu'il y a cette idée qu'on peut entendre. Mais nous, on ne peut pas l'entendre dans le domaine de notre combat d'intérêt général pour la liberté de l'information, qui est que pourquoi viendrait-on attaquer, encourager la critique de clients ou alors de partenaires financiers. Voilà, c'est cette confusion congénitale d'un système audiovisuel français qui le permet. Alors, on met les garde-fous et en général, on demande aux actionnaires de ne pas intervenir sur les contenus d'information, c'est un métier, le journalisme, et puis que les obligations de création qui ont été mises en place, notamment le cinéma, puissent être respectées. Dans ce domaine, sur le cinéma, je voulais vous dire que, bien entendu, c'est le poumon du cinéma français, Canal+. Et que l'inquiétude est là, est-ce que, puisqu'il y a des changements, on va maintenir ce niveau d'investissement qui est tout à l'honneur de la société que vous dirigez et qui est un fleuron. Donc, vous nous rassurez, et en même temps, on se dit que, voilà, vous aviez à chaque fois dit que l'investissement dans le cinéma et le sport était l'équilibre qui permettait, y compris au cinéma, de pouvoir continuer à bénéficier d'un tel investissement. Or, votre projet avec Beansport n'a pas pu se faire et on s'interroge, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur le cinéma? Est-ce que, indépendamment du budget, j'ai lu dans le Figaro que vous vous interrogiez sur changer les obligations, notamment dans 3 domaines. Vous concentrez sur des gros budgets, les films à gros budget. Est-ce que ça sera au détriment de la diversité? Ça
c'est dans les accords et les conventions avec le monde du cinéma et le CSA. Vous voulez coproduire les films et avoir une prime au succès, d'une certaine façon, les films à succès dans les salles, et moduler vos investissements en fonction aussi de cela. Ça dérogerait aux accords existants. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est dans l'air, que vous les renégociez, les accords de 2015, et à quel niveau d'investissement vous comptez rester? Je veux conclure par quoi j'ai commencé sur les inquiétudes. Il y avait le Crédit Mutuel. Il y a France Télévisions qui a décidé de diffuser ce reportage, cette enquête. Depuis, vous auriez, moi je prends les précautions, déclaré que un journaliste de France Télévisions aurait soudoyé, acheté un jeune Africain de 14 ans pour qu'il témoigne à charge contre une société dans laquelle vous êtes actionnaire au Cameroun. C'est grave comme accusation, parce que c'est le service public, et nous on a besoin d'être informés, et vous auriez dépêché des huissiers. De l'autre côté, je lis dans le Canard enchaîné que cet enfant aurait été pris dans une voiture, c'est grave, pour le contraindre d'une certaine façon, moyennant finance, à témoigner qu'il avait été soudoyé par un journaliste de France Télévisions. Bon, vous pouvez me dire tout ça, c'est n'importe quoi, mais on a besoin de votre bouche, d'entendre les démentis. Et puis, il y a la dernière chose, c'est iTélé. Vous avez déclaré devant la rédaction d'iTélé quelque chose de très encourageant, c'est qu'en 35 ans, vous faites souvent référence à ce qui a fait votre succès, vous n'avez jamais cherché à réduire, à taper dans les coups quand il fallait développer une société ou la redresser, mais à investir. Or, au comité d'entreprise d'iTélé hier, on a annoncé la suppression de 50 CDD, je crois. C'est mes informations. Là encore, je mets les conditionnels, j'y suis pas dedans. Mais c'est pas rien. C'est la destruction d'une rédaction quand c'est à ce niveau. Et donc, grande interrogation encore, qui vient s'accompagner de ce qu'a dit M. Lelay tout à l'heure sur ces questions de publi rédactionnel, c'est-à-dire que des consignes auraient été données à des journalistes d'iTélé de faire carrément des publi-reportages, confusion entre journalisme et communication et publicité. Voilà. Donc, moi, je mets tout sur la table. Je sais que vous êtes un homme qui est connu, qui est connu pour assumer, pour dire les choses nettement et franchement. J'ai toujours pensé que dans l'enceinte parlementaire, nous servons à ce que le débat soit contradictoire et clair et assumé dans l'espace public, que c'est mieux que les rumeurs, etc. Mais en même temps, on a aussi besoin, quand les choses sont sur la place publique, d'avoir des explications précises qui nous permettent de nous forger une opinion. J'ai essayé d'être relativement précis et de vous dire vraiment que je n'avais pas entendu, moi, par rapport à votre explication globale sur vos projets avec Canal, quand vous êtes arrivé dans Canal, que vous veniez parce que Canal était en train de couler et que vous allez le redresser. Je n'ai pas entendu ça au départ. Je pense que vous pouvez dire, on a découvert. Je vous ai relativement averti pour, avant de vous investir, savoir à peu près où vous mettez les pieds. Donc vous n'avez pas découvert. Et quand vous êtes arrivé, je n'avais pas entendu ce discours que j'entends beaucoup aujourd'hui, qui m'interroge sur le niveau de déficit, sur le fait que Canal n'existerait plus, que les 8000 salariés seraient en danger, etc. Donc c'est vrai que ça nous surprend et qu'on a besoin d'avoir plus d'éléments. Merci, Monsieur Assouline. Je vous rends la parole, Monsieur le Président, et après, j'aurai Madame Mello, Madame Blandin, Monsieur Bonnecarrère qui ont demandé la parole et Monsieur Laurent.
que comme c'est une charge quand même assez étonnante, je pense que ça mérite en effet d'y répondre, et puis on reviendra bien sûr sur la francophonie qui est un point essentiel. D'abord, vous auriez dû écouter en effet, peut-être mieux, parce que quand je suis arrivé chez Canal, le 3 septembre, le discours est enregistré, j'ai aussitôt dit, et je parle sous le contrôle de mes amis présidents du directoire, quelle était la situation. Cette situation d'ailleurs était connue de ce qu'on appelle le médiateur, puisque les pertes de Canal, je parle sous le contrôle de Maxime Saada, étaient publiées dans le cadre de cette procédure d'injonction dont il vous parlera tout à l'heure. Enfin, comme vous venez sur des acquisitions assez graves, en effet, je vais vous dire quelques mots. D'abord, cette histoire de plantation ne nous appartient pas. Nous n'avons aucun cadre du groupe Bolloré qui travaille dans les plantations dont le service public, ou pour lesquelles le service public a fait un travail de 6 mois. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes minoritaires, il y a un majoritaire. Personne du groupe Bolloré n'a été sur ces plantations y travailler. Donc, et les gens qui ont fait le reportage le savent très bien, c'est un amalgame qui est honnêtement particulier. Ensuite, de toute façon, tout ceci va venir, puisqu'un procès, évidemment, va être fait par les responsables de la société. Ils affirment qu'ils n'ont pas été reçus. C'est inexact. Il y a des caméras, me dit-on, qui les ont pris. Ils ont signé des papiers pour dire qu'ils avaient demandé rendez-vous, qu'ils avaient été reçus. Troisièmement, je reçois un exploit d'huissier que me font passer les responsables de la SOCFIN. Ce n'est pas des gens de chez nous. Je n'essaye pas de me défausser. Personne du groupe Bolloré, dans les 55 000 employés du groupe Bolloré, ne travaille dans cette entreprise ou ont pénétré dans cette entreprise. Donc c'est quand même extravagant de faire un procès de cette nature. Donc ces gens, qui sont majoritaires, ont en effet envoyé un huissier et qui a constaté que cette personne qui disait « j'ai 14 ans » en a 20. Moi, j'en sais rien, vous verrez au procès s'il a 14 ans ou il a 20 ans. Ce n'est pas très compliqué d'aller regarder si quelqu'un a 14 ans ou s'il a 20 ans. Voilà. Alors après, franchement, je pense qu'il y a une grande humilité. En plus, ce ne sont pas des journalistes qui ont été pris par hasard en défaut, c'est un travail de 6 mois. Voilà. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis là pour faire le paratonnerre. Si ça sert, c'est bien. Mais enfin, c'est quand même un petit peu exagéré. Et de toute façon, le procès dira ce qu'il en est. Je parle souvent des 35 ans, en effet, parce que quand vous avez construit quelque chose pendant 35 ans, votre passé plaide pour votre futur. Et ce que racontent les gens, en effet, sur le thème, il n'y connaît rien, il va casser, on l'a raconté souvent. On a raconté que les voitures électriques ne marcheraient jamais, on a raconté ce qu'on faisait ne marcherait jamais, mais l'avantage, c'est d'avoir ce que les Anglais appellent un track record, pardon, pour la francophonie. Voilà un passé dont on peut démontrer ce qui a été construit. Donc, je ne vois pas de raison pourquoi tout d'un coup, touché par je ne sais quoi, je ferai quelque chose de différent de ce que j'annonce. Concernant votre distinguo entre les groupes qui font que des médias et les groupes qui font autre chose que des médias, je suis assez frappé de voir ce distinguo qui ne correspond à rien. Nicolas de Taverneau, en public, qui fait pourtant partie d'un groupe où il n'y a que des médias, a dit qu'il ne voulait pas faire passer des documentaires ou des choses contre ses annonceurs. Voilà. C'est pas nous. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait le faire. Donc, je ne vois pas à quel titre, sur quelle base. Vous pouvez dire qu'il y a les bons groupes, ceux qui font que des médias, et il y a les mauvais groupes, ceux qui font d'autres choses. J'ajoute pour finir que le Crédit Mutuel n'est pas un particulièrement lié, ni avec Vivendi, ni avec Bolloré, ni avec qui que ce soit. Il n'est pas plus lié que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et l'ensemble des grandes institutions françaises. Donc je pense que ces procès d'intention qui sont faits et qui sont répétés, et qu'en toute bonne foi vous pouvez reprendre, parce qu'en effet, on ne passe pas la journée à aller expliquer que ce qui est dit est faux, sinon on y passerait toute la journée. Je vous redis, on commençait essentiellement au moment où on est arrivé chez Canal. J'ajoute dans ce reportage dont vous parlez, ou dans les articles de Mediapart sur lesquels vous venez, je lis toujours avec intérêt les informations concernant M. Dupuy-Lauby, qui est un de nos anciens employés. C'est une personne qui travaillait pour le groupe, qui a détourné des actifs du groupe, qui vient de se faire condamner à 3 ans et demi par la Cour suprême espagnole, qui a confirmé 3 ans et demi de prison ferme, 10 millions d'euros d'amende, et on continue à le présenter comme un ancien concurrent du groupe Bolloré. Pardonnez-moi, M. Assouline, mais en effet, je pense qu'à un moment, il est intéressant d'aller voir la réalité. Sur les autres questions, je vais peut-être laisser Maxime Saada répondre, et puis on reviendra sur la francophonie après, si vous le souhaitez. Le France Télé a décidé de diffuser le Crédit Mutuel parce que nous l'avons autorisé.
Je le précise, pour des censeurs, c'est quand même un peu étonnant. Nous avions financé ce documentaire, France Télé nous a appelés. On leur donnait l'autorisation de diffuser, ce que nous avons fait. France Télé n'aurait pas eu la possibilité de diffuser ce programme si nous ne l'avions pas souhaité, que ce soit clair. Aucune instruction n'a été donnée aux journalistes consigne d'ITélé de faire du public reportage, ça n'a aucun sens. Éditorialement, je ne comprendrais même pas comment ça fonctionnerait. Ça n'a pas de sens, on ne va pas faire une pub déguisée sur ITélé, ça n'a aucun sens et aucune consigne de ce type-là n'a été donnée. Jean-Christophe Thierry peut peut-être développer sur ITélé, mais en effet, on a une situation qui est critique sur ITélé, puisque la chaîne était en perte de 16 millions il y a 2 ans. On projette des pertes de l'ordre de 20 millions cette année et 25 l'année prochaine. Donc ce n'est pas une situation qui est durable, y compris pour l'existence même de la chaîne, surtout dans un contexte où 2 nouvelles chaînes, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, d'informations vont arriver sur le paysage français, ce qui va en faire de loin le pays où on a grosso modo 2 chaînes d'information en moyenne sur l'Europe, et nous on va avoir le privilège d'en avoir 4. Donc on a une situation qui est compliquée et qui va encore se compliquer. Donc dans ce contexte, on a besoin, avec une pression sur le marché publicitaire qui fait que les revenus d'ITélé, même si elle a grosso modo tiré son épingle du jeu en audience et encore, ne cesse de décroître, de trouver des économies. Donc pour la pérennité même, c'est le même sujet Canal+, de la chaîne d'information ITélé à laquelle nous sommes très attachés, il y a un enjeu de rationaliser les dépenses. Nous ne pensons pas comme vous que c'est la destruction d'une rédaction pour reprendre vos termes, de ne pas reconduire 50 CDD-U qui ont vocation à travailler pour une saison. C'est même la nature même du travail et de l'emploi. La raison qui font que ce sont des CDD-U, c'est que nous nous engageons pour une saison. Donc il n'y a pas de licenciement, il y a non-reconduction compte tenu des difficultés dans lesquelles se trouve ITélé. Et par ailleurs, nous avons un enjeu de rationalisation et donc nous avons regardé les forces du groupe Canal+. Nous avons une des plus importantes rédactions des sports de France, voire d'Europe, avec près de 200 journalistes au sein du groupe Canal+, qui travaille pour la chaîne Canal+, et puis une chaîne d'information sportive qui s'appelle Infosport. Donc nous avons eu, me semble-t-il, un enjeu qui est de tirer simplement parti de ces forces vives, de ce qui peut être un axe de différenciation très intéressant pour ITélé, et donc de mettre ces équipes rédactionnelles de journalistes à contribution pour la chaîne d'information. Donc que dans ce contexte de travail en collaboration de toutes les chaînes du groupe, et notamment dans le domaine du sport ou du cinéma et de la culture, ou d'autres domaines dans lesquels Canal+ et la chaîne ITélé CNews peut avoir un avantage, qu'on mette à contribution tous ces gens, et que du coup, ça nous permette de faire un certain nombre d'économies, y compris sur des emplois du type que vous avez cité, me semble assez naturel, et une voie qui potentiellement peut nous permettre de sauver cette chaîne. Je complète juste ce que dit Maxime Saada sur ITélé, avec 2 points qui me paraissent essentiels. Quand on laisse entendre que notre actionnaire laisse tomber cette chaîne d'information, il faut quand même avoir conscience que sur les 3 dernières années, où cette chaîne a des résultats qui se dégradent année après année, c'est-à-dire 15, puis 20, puis 25 millions d'euros, c'est quand même une 60aine de millions d'euros qui sont investis par le groupe Vivendi dans cette chaîne pour la soutenir. Tous les actionnaires ne font pas ça avec leur filiale. La deuxième chose, pour compléter ce qu'a dit Maxime Saada sur le départ de CDDU, nous le faisons pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il faut que cette chaîne retrouve l'équilibre. Alors, il y a un volet, malheureusement, économie. Il y a un volet dont Maxime a commencé à parler, qui est de redéploiement et de recherche d'avantages concurrentiels pour cette chaîne ITélé à travers Canal+ et Vivendi. Donc, c'est le sport, puisque le groupe Canal+, c'est quand même 8000 heures de sport par an. Donc, il y a énormément de choses. Une rédaction de 200 journalistes, il y a énormément de choses. C'est aussi la culture et le cinéma. Le groupe est le groupe du cinéma. Donc, c'est normal que notre chaîne d'information soit la chaîne d'information spécialisée dans le cinéma. Et c'est le digital, à l'heure où aujourd'hui 20% de l'information est consommée par les gens à travers les réseaux sociaux. Quand on a la chance d'avoir une pépite comme Dailymotion, deuxième plateforme de partage de vidéos dans le monde, on voit tout le potentiel pour cette chaîne ITélé. Donc il y a un avenir pour ITélé au sein du groupe Canal+, avenir qui a été confirmé par notre actionnaire avec un souhait de développer. J'ajoute un dernier point sur la question des CDDU, c'est que nous le faisons, je viens de le dire, pour des raisons nécessaires malheureusement au rétablissement de
de l'exploitation d'ITélé dans un univers qui est quand même incroyablement complexe. 4 chaînes d'information, ça ne se voit nulle part ailleurs. Et nous le faisons aussi à l'invitation et même à la demande expresse de l'inspection du travail qui nous dit « vous ne pouvez pas avoir sur ce type d'emploi, vous ne pouvez pas avoir de CDDU ». Donc on est obligé de se mettre en règle avec la loi. Merci, Monsieur Thierry. Vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que j'ai quand même pas mal de demandes d'intervention de collègues. Pardon. La Sur La l'Afrique, francophonie. dire que nous, il me semble, de notre point de vue, les relations sont très bonnes avec France Média Monde et TV5 Monde. Nous diffusons partout, sur tous nos territoires francophones, TV5 Monde et France 24, et nous avons même pris l'engagement de diffuser la nouvelle chaîne jeunesse TV5, je crois. Nous travaillons également au Vietnam avec France Média Monde. Sur le cinéma français, revenir simplement pour dire que d'abord nous avons des engagements très précis de diversité et de financement de films de préachat qui ne pourraient pas exister sans Canal+, que nous sommes au contraire très attachés à ce que des petits films, comme l'évoquait Vincent Bolloré, émergent, et que nous avons en effet été très attentifs au budget, notamment au gros budget, c'est tout l'inverse en réalité, pour éviter que des gros films monopolisent l'essentiel de l'engagement du groupe Canal+ sur le cinéma, et qu'au contraire, on ait la possibilité d'avoir plus de diversité, plus de petits films, plus de jeunes talents, de premiers réalisateurs, par exemple, auxquels nous sommes très attachés dans le groupe Canal+. La principale menace en réalité sur le cinéma français, c'est celle qu'évoquait Vincent Bolloré. Ce n'est pas la pérennité du rôle de Canal+ dans le cinéma qui était un moment en question, c'était la pérennité tout simplement de Canal+. Le cinéma français, en réalité, quand le chiffre d'affaires de Canal+ décroît, il est lui-même pénalisé puisque nous reversons, comme vous le savez, un pourcentage fondé sur l'assiette du chiffre d'affaires abonnement réalisé par le groupe Canal+. Canal+, les chaînes, pour à nouveau revenir sur quelques chiffres, et en effet, Vincent Bolloré évoquait tout à l'heure le fait que nous nous soumettons à une injonction de l'autorité de la concurrence qui nous impose, via le mandataire social, de bien distinguer ce qui se passe entre Canal+, les activités d'édition et les activités de distribution, et ça depuis plusieurs années, a perdu près de 500 000 abonnés depuis 2012. Donc 4 415 000 fin 2012, 4 360 000 fin 2013, 4 26 000 fin 2015, et nous prévoyons de passer sous la barre des 4 millions, malheureusement, à la fin de l'année 2016. Donc ça, c'est une réalité. Ces abonnés génèrent du chiffre d'affaires, et donc potentiellement la principale menace sur le cinéma, c'est celle-là. C'est la nécessité pour nous de continuer à développer le chiffre d'affaires de Canal+, pour que cela bénéficie au cinéma français. Mais il n'est pas question pour nous de revenir sur les engagements que nous avons pris auprès du cinéma, les engagements financiers que nous avons pris auprès du cinéma français. En réalité, d'ailleurs, nous avons rattrapé au cours de l'exercice 2016 un retard qui avait été pris en 2015. Donc le monde du cinéma le sait très bien. Pour revenir quelques minutes, Madame, sur la francophonie, bien sûr, c'est un de nos axes principaux, non pas pour vous faire plaisir, mais parce que nous pensons que l'avenir du monde et l'avenir de notre pays repose aussi sur la francophonie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des contenus en anglais, mais il faut en faire beaucoup en français. Et les investissements que fait le groupe dans des pays qui sont francophones sont considérables. Ce sont non seulement des investissements pour augmenter le nombre d'abonnés, et c'est vrai qu'aujourd'hui Canal+ a pratiquement plus d'abonnés à l'étranger qu'en France. Son développement international sous la direction de Jacques Dupuis et de ses équipes a été remarquable. Nous sommes tous convaincus de son succès et de ses succès futurs. Mais en plus, nous développons là-bas, il développe là-bas beaucoup de contenus en français qui ont vocation à être envoyés dans le monde entier avec sous-titres ou sans sous-titres. Vous savez que les progrès technologiques font que maintenant, mettre des sous-titres sous des contenus en français est quelque chose de faisable à des coûts relativement raisonnables. Vous voyez d'ailleurs à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, beaucoup de gens qui se mettent à apprendre le français. Et donc, nous pensons que notre groupe, non seulement doit soutenir l'exception culturelle, mais doit l'exporter. C'est pour ça que nous pensons que le rôle de Vivendi Canal est essentiel, car si vous n'avez pas un champion pour aller exporter ces contenus en français, eh bien, petit à petit, vous serez bien évidemment diminué. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me tourne vers mes collègues, Madame Mello, Madame Blandin, Monsieur Bonnecarrère,